n'abandonne jamais. N'abandonne jamais, li may def. Quand je rentre dans un business, je rentre avec l'idée que su ma ci tollee fii te aw ma ci li ma bëgg dama koy abandonné. Am na ñu bëri ñoo xamante ne ils réussissent tey waxuñu nit ñi dëgg bi. Moi, je préfère être salarié boo xamante ne je suis certaine de gagner 500 000 francs par mois que d'être entrepreneur qui gagne pas sa vie. Au début, ça a commencé par mais yow xanaa sac bi rek nga am. Mais yow xanaa dàll yi rek nga am. Et les gens qui venaient te demander de l'argent étaient mieux habillés que toi, mieux à la mode que toi, mais je savais c'était quoi mon objectif. Aujourd'hui, Minapro, c'est plus de 1000 personnes formées. Et puis après, quand j'ai commencé maintenant à voyager et tout, ça a commencé, ah mais toi tu as de la chance. Après, subitement, les gens ont l'impression que c'est parce que tu as de la chance que tu arrives à t'offrir ça. J'ai dit non. J'ai pas de chance, hein. Quand vous achetez des bijoux, j'achète pas. Quand vous achetez des beaux habits à 100 000 francs, j'achète pas. Par contre, je vais en vacances. Hello, bienvenue sur Business Expertise, c'est Manu Arthur. Comme vous le savez très bien, ici, on parle d'entrepreneuriat, on parle de création de richesse, on parle de développement. Yes, et aujourd'hui, on a notre invité qui va sans plus tarder se présenter pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Le français, c'est compliqué vraiment. Bon, on y va, il n'y a pas de souci. Merci Manu, donc je suis Amina Diagne, directrice de Minapro, coach d'affaires et formatrice en entrepreneuriat, comme je l'ai dit dans 100 vidéos. Non, il y a, bon, ce n'est jamais assez quoi, ce n'est jamais assez, il faut toujours se présenter, il y a toujours une personne à côté, peut-être qui ne te connaît pas encore. Bon, comme c'est comment l'accoutumée, tu vois, est-ce que tu peux nous partager la première expérience, bon, dont tu te souviens bien sûr, qui t'a permis de te faire un peu de sous? Alors moi, j'ai commencé pendant mes études. Comme je ne pouvais pas tout le temps demander qu'on me rajoute de l'argent, donc la toute première expérience, c'était du babysitting. Pour avoir de l'argent pour compléter les besoins que j'avais pendant que je faisais mes études. Donc j'ai fait ça. Après ça, j'ai été salariée pendant très longtemps. Souvent je dis, je suis encore de la génération où quand tu faisais des études supérieures, c'était vraiment pour après aller t'asseoir dans un bureau. Donc on ne parlait pas du tout encore d'entrepreneuriat, même si dans ma famille c'était des entrepreneurs. Alors, c'était à quel niveau? C'était à quel niveau quand tu faisais du babysitting? Alors moi, j'ai fait tout mon cursus au Sénégal jusqu'au bac, et ensuite pour mes études supérieures, je suis allée à Bordeaux où j'ai fait 4 ans. C'est là-bas que j'ai fait mon master, mon DESS, et donc c'était pendant que j'étais à Bordeaux que je cherchais à avoir des revenus additionnels en plus de ce que mes parents m'envoyaient. Ça te faisait quoi de travailler et de gagner ton propre argent? Ça te faisait quel feeling en fait? Je me posais même pas de questions en fait. C'était je veux plus d'argent, je veux pas mettre trop de pression à mes parents. Au début, je le leur cachais d'ailleurs parce que mon père disait non, concentre-toi sur tes études, ne cherche pas à travailler. Si tu as besoin de plus d'argent, demande-moi. Mais après, je voulais avoir cette indépendance financière là, et donc je suis allée vers cette activité où c'était juste je faisais mes cours le week-end essentiellement, ça me permettait de gagner plus d'argent, et puis voilà. Alors, vu que tu as fait l'Afrique avant d'aller en France, oui. Est-ce qu'il y a eu un choc quand tu es la première fois ou bien les premiers moments où tu es arrivé en France, quoi? C'était quoi le... Je rigole d'avance parce que chez moi, je suis l'aînée. Donc, quand j'étais à Dakar, à l'époque, il y avait le film qui était sorti, Le Cercle des Poètes Disparus, avec l'acteur là qui s'est suicidé d'ailleurs, qui était hyper drôle, qui a fait Babysitter, Mrs. Doubtfire, voilà, Robin Williams. Et donc, dans le film Le Cercle des Poètes Disparus, tu avais des scènes qui se passaient dans une université, mais bon, dans le film, ça devait être Harvard ou quelque chose comme ça, donc tu avais des petites classes avec des profs qui étaient passionnés. Donc moi, j'étais convaincue qu'après mon bac, j'allais arriver à la fac et ça allait être la même ambiance.
J'arrive, on est 300 dans l'amphi, on a des profs, en plus moi j'avais choisi AES, donc Administration économique et sociale, autrement appelée Association des étudiants sénégalais, tellement il y avait des étudiants sénégalais. Et donc, on a des profs qui nous disaient, mais oui, mais de toute façon, 80% d'entre vous, vous allez redoubler, ça ne les intéressait pas, qui était présent, qui n'était pas présent. Donc ça, c'était le premier choc, déjà. Je lui disais, moi, j'arrive, voilà. Ensuite, deuxième choc, genre les premiers jours, je pouvais me retrouver à avoir une conversation avec différents étudiants super intéressante. Et donc le lendemain, je les croise et je me dis, on va se dire bonjour. Et puis ils passent comme ça. Je dis, mais c'est avec eux qu'on avait une conversation super intéressante hier. Donc je dirais que c'était ça les deux premiers chocs. Et le dernier choc, donc quand j'étais à Dakar, j'ai fait mes études dans le centre-ville, toutes mes études, donc enfin une bonne partie en tout cas, c'était d'abord le plateau, ensuite c'était Jeanne d'Arc, après j'ai fait Mermoz. Et donc j'ai envie de dire c'était un peu dans le même écosystème que j'avais vécu. Et tu arrives à Bordeaux, tu te retrouves avec des profils de personnes, des façons de penser, mais hyper différentes. Donc je dirais la première année c'était pas évident, c'était pas du tout évident. J'ai redoublé ma première année à la fac avant de vraiment prendre mes marques. Est-ce que pour toi c'est parce qu'il y a beaucoup de, je vois parfois des gens qui peuvent faire une classe, redoubler la classe et moralement ils sont down. Ou bien faire le bac, ça passe pas, moralement ils sont down. Est-ce que pour toi c'est mal de refaire une classe? Alors je l'ai mal et comment vécu. Est-ce que toi, Je l'ai mal vécu parce que ce qui m'a fait redoubler, c'est que je trouvais que c'était facile. Donc c'est comme si je me suis fait piéger moi-même. Je me disais bon, c'est facile, tous les cours avaient l'air super simples, donc je me suis dit j'ai le temps. Ok, et donc je n'étais pas hyper concentrée. Et quand je me suis concentrée pour dire ok, j'ai mes examens, je fais affaire de dernière minute, hein, j'ai mes examens et puis maintenant là je me suis retrouvée avec une très grande quantité de matière à la fois. Et donc c'est ce qui a fait que bien sûr j'ai pas pu tout retenir et j'ai échoué. Et donc c'était la première fois de ma vie que je vivais un échec scolaire. Et donc là je m'en suis voulu je m'en suis vraiment voulu et donc j'ai complètement changé de comportement quand j'ai redoublé ma première année. Yeah. Et avant de partir, il y avait un objectif bien précis? Pas vraiment. Honnêtement, j'ai quitté la terminale et j'ai choisi AES parce que je savais pas ce que je voulais faire. Je savais vraiment pas ce que je voulais faire. Et donc, je me suis dit, AES, c'est moitié du droit, moitié de l'économie. Il y a un peu de tout. Top. C'est ça que je vais faire. Yeah. C'est ça que je vais faire. Comme ça, je pourrais toucher un peu à tout. Et en même temps, j'avais mon père qui me disait tout le temps, peu importe ce que tu vas faire, ce qui est important, c'est d'être excellente. Donc j'ai commencé à AES en me cherchant, en me disant j'ai besoin de trouver, je vais toucher un peu à tout. Et plus j'avançais en deuxième année, en licence, là je commençais à avoir un problème. Je me disais, oui mais moi finalement, je serai jamais aussi bonne que quelqu'un qui a fait que de l'éco et je serai jamais aussi bonne que quelqu'un qui a fait que du droit. Et donc, il faut que je trouve une discipline et il faut que je trouve une filière dans laquelle je vais me spécialiser. Bien sûr, on se rappelle les parents derrière qui laissent quand même ce truc de grande école, faut être excellent. Et à l'époque, donc je pense que je suis en licence à ce moment-là, je vois l'annonce de Sciences Po qui a un DESS, à l'époque c'était pas encore les masters, qui a dans le système français en tout cas, un DESS en gestion des risques dans les pays du Sud. Et donc je me dis, super, j'ai trouvé ce dans quoi je vais être une experte, je vais m'inscrire dans le DESS de Sciences Po. Et là, je regarde les conditions pour intégrer le DESS et je vois soit tu as fait Sciences Éco, soit tu as fait les prépas ou d'autres grandes écoles. Genre, il y a dans les virgules, il n'y a même pas AES. Je me dis, bon, j'ai un problème. On ne considère même pas ma filière pour cette formation-là. Comment je fais?
Et là, je vais dans le diplôme, dans le parcours, et je regarde qui est le directeur du programme, qui sont tous les profs qui sont impliqués dans ces programmes-là. Et dès ma licence, je commence à assister à tous les événements organisés par ce programme. Même s'il y avait un salon du livre où il y avait un séminaire par le directeur du programme, j'y allais. Même si c'était à 2 heures, j'y allais. Et donc, pendant toute ma licence et toute ma maîtrise, j'ai fini par être familière finalement avec tout ce qui était dans ce programme-là. Ce qui fait que donc la candidature c'était par dossier et entretien. Donc je dépose mon dossier et le jour de l'entretien, je rencontre une des responsables du programme qui me dit oui, pourquoi vous voulez intégrer ce programme? Et je lui dis, ce programme m'intéresse parce que à l'époque c'était la crise ivoirienne. Je dis, personne ne s'attendait à cette crise ivoirienne, à autant de violence. Tout le monde l'a considéré comme une surprise, alors que finalement c'était prévisible. Et là, elle me dit, mais non, 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 effectivement c'était une surprise. Et je lui dis, ah, mais pourtant, Monsieur Tan, lors de sa conférence de temps, a pourtant expliqué que. Et finalement, c'est presque un clash. Yeah. L'entretien. Mais c'est ça qui fait qu'elle m'accepte, parce qu'elle se dit non, elle sait ce qu'elle veut, elle se rend compte de l'effort que j'ai réalisé, de la passion que j'ai eue pendant tout ce temps-là. Et c'est comme ça que, malgré le fait que c'était pas considéré comme éligible pour ce programme-là, j'ai pu intégrer ce DESS. Wow, wow, wow. Et après les études, comment est-ce que tu as eu à travailler là-bas avant de rentrer? J'ai d'abord fait un stage à la Chambre de commerce de Bordeaux à l'époque. Et c'est ça, c'est peut-être si j'ai une recommandation, ou en tout cas ce qui a fait que ma fille, par exemple, dès la 3e, j'ai commencé à lui faire des stages. C'est parce que moi, mon premier stage, je l'ai commencé en maîtrise. Wow. Et je me rappelle, on m'avait donné un fichier Excel balèze sur lequel travailler. Et comme j'arrivais pas à avoir les résultats que je voulais, j'ai effacé toutes les formules du fichier Excel. Parce que j'avais besoin de mes résultats, j'étais sûre de mes calculs, donc comme les liens ne marchaient pas, et je me rappelle, j'avais tout effacé. Mais bon, c'était un stage, c'était mon premier stage, ça avait été compréhensif. Le monsieur, il m'avait regardé, il avait envie de pleurer, et il m'avait dit que c'est pas grave, je vais reconstituer le fichier. Donc, oui. Et donc, ces stages, j'ai commencé là-bas. Après, je suis rentrée très tôt. Dès que j'ai fini le DESS, je suis rentrée et j'ai continué à travailler. J'ai commencé à travailler à Dakar. Ok. Et le retour, comment est-ce que ça s'est organisé? Comment est-ce que ça s'est fait? Alors, moi, j'étais hyper pressée de rentrer. J'étais tellement pressée de rentrer que mes mémoires, je les ai envoyés par la poste. On m'a dit, ok, genre les cours, c'était fini en juin, tu as jusqu'en septembre pour envoyer ton mémoire. J'ai pris toutes mes affaires, j'ai dit à quelqu'un que je connaissais là-bas, je te donne tout. Je ne veux même pas m'occuper du déménagement, j'ai juste besoin de ma valise et de rentrer. Et je me rappelle quand je suis rentrée, mes parents m'ont dit, mais est-ce que c'est ton argent qui a acheté tout ce que tu as laissé là-bas? Tellement j'étais pressée de rentrer. Et j'ai envoyé par la poste. Et donc, quand je suis rentrée, j'avais rencontré entre-temps un monsieur qui gérait une ONG et qui était à fond dans les femmes africaines, les jeunes femmes africaines, il faut qu'on les accompagne, et donc j'ai directement commencé par le représentant présidente de cette ONG-là, qui démarrait au Sénégal. Il y avait un plan de retour avant de quitter la France? Alors oui, moi, je savais que je voulais rentrer, je savais que je ne voulais pas rester en France, je n'aimais pas le fait que pendant même que je vivais mon expérience professionnelle là-bas, genre tu fais un raccourci clavier, si c'est fait par quelqu'un d'autre, c'était normal, c'est un raccourci clavier, et quand c'est moi qui le faisais, c'était un peu,
waouh, mais t'es brillante, mais c'est super bien. Et c'était comme le sous-entendu pour une noire, c'est comme il fallait que tu sois brillante pour réussir à faire quelque chose qui aurait été totalement normal pour quelqu'un d'autre. Et donc, je ne voulais pas évoluer dans cet environnement professionnel où quand il y a quelque chose qui se passe à la télé, tu te dis, j'espère que c'est pas un musulman, j'espère que c'est pas un noir, parce que vivre dans une société où tu es une minorité, ça fait quelque chose quand tu n'as pas connu ça en grandissant. Donc, tu rentres à Dakar, il y a des questions que tu te poses pas. Tu es chez toi, tu es bien. Et donc, je savais que dès la première année, je savais que dès que je termine, je rentrais. Alors, aujourd'hui, sachant qu'aujourd'hui tu es entrepreneur, tu as eu à travailler combien de temps avant de te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, c'est une question intéressante. Pourquoi? Parce que même quand je travaillais, je dirais, j'ai toujours évolué dans un environnement d'entrepreneur. Mon père est entrepreneur, ma mère est entrepreneur, ma grand-mère est entrepreneur, mon arrière-grand-mère est entrepreneur. Donc, dans la maison, ça a toujours été, j'ai envie de dire, les premiers rapports que j'ai eus sous la main. Mon père est expert comptable et donc il donnait parfois des rapports de ses collègues que j'avais peut-être en troisième. Il me disait, vas-y, corrige les fautes d'orthographe. Et donc, j'étais tellement fière de corriger les fautes d'orthographe de personnes qui avaient l'âge de mon père que très tôt, ça m'a mis dans ce milieu où je le voyais travailler. Je l'accompagnais beaucoup aussi. À un moment, il avait des séminaires au CESAC, je l'accompagnais. Il me prenait partout avec lui. Donc, j'ai vraiment grandi dans ce bain-là. Donc, même quand j'étais salariée, je gardais ce mindset de comment je peux améliorer, qu'est-ce que je peux régler et autres. Donc, salarié, je l'ai été de 2004 à 2007. Donc, toute cette période-là, j'étais salariée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis rentrée au Sénégal, donc à un moment après cette première expérience en ONG, j'ai rejoint KPMG. Et après, je suis allée m'installer au Canada pendant quelques années, où là-bas aussi, j'ai rejoint KPMG Montréal, où je suis restée 5 ans avant de décider de revenir au Sénégal. Montréal, j'aimais bien. Ce qui a été déterminant pour moi, c'est quand j'ai eu ma fille. Donc, quand j'ai eu ma fille, pareil, son nom de famille, c'est Sall. Et je me rappelle, un jour, je vais à l'école comme ça, et la maîtresse me dit, mais comme sous le ton de la confidence, vous savez, d'ailleurs, je ne dis même plus les noms de famille en classe. Je dis, mais pourquoi vous ne dites plus les noms de famille en classe? Elle me dit, oui, parce que les autres enfants se moquent d'elle, comme son nom de famille, c'est Sall. Ah, et ok. me dit, c'est racisme, tu es sale comme ton nom, etc. J'ai dit non. Et c'était aussi l'époque de accommodement raisonnable, etc. J'ai dit non. J'ai pas envie d'élever ma fille avec à avoir un discours Black is beautiful, machin, etc. Choisis telle poupée, choisis telle poupée. Je veux qu'elle puisse aussi gérer en tout cas ce débat identitaire là, peut-être quand elle sera grande, quand elle sera à niveau université. Mais je veux qu'elle puisse grandir dans un environnement où elle ne se pose pas de questions par rapport à son identité. Et donc, à l'époque, j'ai appelé une société avec qui j'avais fait une mission en consultance, en parallèle. Et c'est une société informatique, Solid. Et j'ai appelé Solid, j'ai écrit à Solid en leur disant, oui, vous êtes des informaticiens. Votre spécialité, c'est vraiment automatiser des process. Mais l'entreprise qui vient vous voir, si elle ne sait pas quoi automatiser, vous allez peut-être l'aider à automatiser et faire plus vite quelque chose qu'elle fait mal, en fait. Et donc, moi, je vais venir être ce trait d'union entre vous, le langage informatique, et l'entreprise que je vais accompagner pour qu'elle puisse optimiser ses process. Et ils m'ont dit, quand est-ce que tu commences? J'ai fait comme à Paris. J'ai dit, je commence le mois prochain. J'ai laissé toutes mes affaires, j'ai pris ma fille sous le bras et ma valise et je suis rentrée. La seule différence, c'est que j'ai eu une amie à l'époque, Toumou, qui me disait, non, tu peux pas laisser toutes tes affaires comme ça, même si c'est moi-même qui te les mets dans un conteneur, je vais te les mettre dans un conteneur et je les envoyer, et ça m'a bien aidé. Et c'est comme ça que sur un coup de tête, enfin pas sur un coup de tête, mais que du jour au lendemain, dès que j'ai eu un OK, j'ai pas hésité, je suis rentrée.
Yes. Et tu es revenu, tu as encore continué une expérience en... Oui, je suis restée mais là, salariée. en tant que... Ouais, ok. En tant Je suis que... restée salariée, je suis restée à Solide jusqu'en 2018, où j'ai également évolué. J'avais le directeur général, c'était vraiment quelqu'un qui me faisait confiance, qui aime l'innovation, qui est vraiment, qui accepte de prendre des risques. Donc très rapidement, j'ai évolué. Après ça, je suis devenue directrice commerciale de Solide. J'ai suivi la partie installation dans différents pays et autres. Et après ça, c'est après Solide en fait que j'ai commencé maintenant mon propre parcours entrepreneurial. D'accord. Donc, c'est à partir de 2018 que tu as commencé à... Ok. Oui. Ah, Oui. ok. Et c'était quoi la première expérience? Alors, ah là là, j'en ai eu tellement. Donc, là, on va aller toucher aux expériences et on va essayer de prendre des leçons dans chaque expérience, quoi. La première expérience, c'était une salle de yoga. Ok. Ok. J'ai commencé à louer, j'ai retapé, j'ai jamais démarré. Ça, j'en ai plusieurs des comme ça. Ok. J'ai fait ça. J'ai jamais démarré. Parce que je me suis rendu compte très rapidement que c'était compliqué de gérer les profs. Fallait payer les profs, fallait gérer un calendrier et le travail que ça me demandait par rapport au potentiel que ça pouvait me rapporter, j'ai dit non. Donc j'ai pas démarré. Okay. Après ça, j'ai eu un food truck. Yeah. Un food truck qui avait bien démarré. C'était passionnant aussi. J'étais allée voir un frère de mon père et je lui ai dit, lui à l'époque il était dans des chantiers et tout ça. Je lui ai dit comme ça, je veux un container mais je veux pas payer pour le container. Il m'a dit mais tu veux faire quoi avec le container? Je lui ai dit je veux faire un food truck. Il me dit ah mais tiens, je connaissais des Portugais qui étaient là, ça allait être mes partenaires. Il allait venir avec ses enfants et ils allaient lancer ce food truck là, mais ça n'a pas marché. Donc le food truck est perdu quelque part, pas du tout utilisé. Et effectivement, je l'ai trouvé garé dans un quartier fermé, un peu abîmé. Et donc c'était passionnant de reprendre, retaper, retester les recettes et tout ça. Et c'était une expérience passionnante. Sauf que quand ça a commencé à bien marcher, il est revenu me dire oui, mais finalement les Portugais veulent récupérer le food truck ou te proposer un truc où ils ont 80%, 20%. Et lui était très à l'aise avec ça, donc j'ai trouvé ça louche. Et au final, il n'y avait pas de Portugais qui était revenu, mais j'ai perdu l'investissement parce que j'avais commis l'erreur de ne pas avoir fait de contrat. Je me disais, bon, c'est la famille, voilà. Donc ça s'est terminé comme ça. Finalement, est-ce que tu as essayé de te renseigner sur ce que ce food truck est devenu? Il est redevenu dans l'état dans lequel je l'avais trouvé. Donc là, je comprends mieux. Là, je comprends mieux. Il est redevenu l'état dans lequel je l'avais trouvé. Et tu sais, sans regret. Aujourd'hui, j'aurais les moyens de reprendre un food truck, mais finalement, je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que l'idée était intéressante, c'était fun de démarrer le food truck, ça a démarré. Mais il a fallu que je démarre l'activité du food truck pour que je me rende compte qu'il y avait une chose que je détestais dans cette activité-là. C'est quand tu as vendu, que tout le monde est parti et qu'il faut nettoyer. Rien que pour ça, je ne veux pas avoir à gérer le food truck ever again. Donc l'expérience m'a servi, c'était important, je me suis éclatée, mais il y a eu l'expérience du food truck. Yeah. Il y en a d'autres, hein? Non, il faut nous partager ces expériences aujourd'hui. Non, ça va être on peut en faire une émission spéciale échec, quoi. Spécial échec, quoi. Après, on termine par les victoires. Bon. Après ça, je me suis associée avec quelqu'un qui est venu nous voir, mon frère et moi, et qui nous a dit, oui, j'ai une expertise dans tout ce qui est inscription dans les écoles étrangères pour les étudiants.
Donc, on se dit, écoute, il y a un besoin, on va travailler sur le modèle économique. Et honnêtement, ça commence à marcher. Ça commence à marcher super bien. Et j'avais mis en place un système où on avait un système d'information. Donc, quand je mettais la pub sur Internet, quand la personne disait « je suis intéressée », ça devenait automatiquement une entrée dans le CRM. Elle complétait un formulaire. Et donc, moi, ce que je faisais, je boostais les pages de nos publicités et j'avais 2 personnes, leur job, c'était toute la journée, elles devaient faire chacune 100 calls par jour. Quand ils faisaient les 100 calls, bien sûr, on convertissait derrière. Et donc, à l'époque, mon mari était encore installé aux États-Unis, donc j'y allais régulièrement. Et à un moment, j'y vais, je regarde les chiffres pendant que je suis là-bas et je me dis, tiens, c'est bizarre. On avait 100 leads par jour, on n'arrive plus à dépasser les 20 leads par jour. Il y a un problème. Donc, je l'appelle et je lui dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment on peut passer de 100 leads à 20 leads? Il me dit, bon, tu sais, je pense qu'il y avait eu un problème avec la carte de paiement, donc peut-être que c'est à cause de ça. Je me dis, bon, de toute façon, je suis partie 2 semaines, je suis en vacances, je vais profiter de mes vacances et je vais rentrer. Là, j'arrive au bureau, il me dit, écoute, je dis, écoute, il faut que je vois qu'est-ce qui n'a pas marché, parce que la carte fonctionne, qu'est-ce qui ne marche pas? Fais voir le téléphone où on reçoit les appels. Il me dit, ah, mais en fait, j'ai pris la puce, je l'ai mis sur mon téléphone perso, et donc, je lui dis, bien, écoute, c'est toi qui as mis ta puce sur ton téléphone perso, donc fais voir ton téléphone, parce que, voilà. Et là, quand je lui dis, fais voir ton téléphone, c'est la première fois que je vois un truc comme dans les dessins animés, il commence à transpirer, comme ça. Et le téléphone, il est comme ça quand il me donne le téléphone. Donc, forcément, je me dis, bon, il y a un problème. Yeah. Je prends le téléphone, et je dis, ben, déverrouille-le. Il me dit, j'ai oublié mon code. Et honnêtement, le jour-là, je ne sais pas ce qui m'a pris. Hein. Je prends le téléphone, je dis, ah, genre dommage. Et je fais comme ça un L, et je te promets, le téléphone se déverrouille. Et je lui fais comme ça, ah, ça s'est déverrouillé. Et le monsieur, il est là, il transpire comme ça. Je vais sur WhatsApp et pareil, là aussi, je sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose qui me dit, va sur la conversation avec le seul autre employé qu'on avait dans l'équipe, avec qui je suis arrivée dans le partenariat, à qui je faisais super confiance et tout. Et là, quand je rentre dans cette conversation, je découvre tout ce qui s'est passé. Ils ont créé une autre société qui faisait la même chose. Ils détournaient tous les leads vers cette société-là. Et donc, voilà. C'est quoi la leçon? Alors, la leçon, surtout par rapport à cette personne-là, c'est qu'on l'avait déjà chopé en train de mentir avant. Et il s'était excusé. On l'avait chopé dans une situation où il avait arnaqué quelqu'un. On avait même pris notre argent pour rembourser la personne parce que sinon, il allait aller en tôle. Et donc, on s'était dit, le monsieur, quand on l'avait chopé le jour-là, il pleurait, mais pleurait en mode bakataï di game, tout ce que tu veux, d'autres mots de machin, tu es ma sœur, etc. Mais que le monsieur là, pendant qu'on payait sa plainte là, il était en train de nous la faire à l'envers dans l'autre business. Donc, je suis sortie de là en disant, si tu me mens une fois, ça veut dire que tu as en toi la graine de menteur, c'est terminé. Carrément. Donc, si tu es malhonnête une fois, ça veut dire que tu es malhonnête. Donc, je continue honnêtement, quand je fais affaire avec une personne, je te fais confiance à 100%. C'est parce que je sais pas faire dans la demi-mesure. Ouais. Donc, j'y vais à fond. Soit ça se passe bien, soit ça se passe mal. Mais quand ça se passe mal, par contre, c'est terminé. Donc, première leçon avec l'expérience de l'agence de voyage pour étudiants. Oui. C'est-à-dire, quand tu as un mauvais signe d'une personne, c'est-à-dire C'est ça. Et en fait, l'autre point aussi, c'est que on a pu arrêter la saignée très tôt. Comme j'avais mis en place un système d'information qui me permettait quand même de pouvoir très rapidement voir ce qui se passait, ça veut dire que, ok, il m'a arnaqué 2 semaines, mais ça n'a pas été plus de 2 semaines. Pourquoi? Parce que je suivais le système. Si je n'avais rien qui me permettait de suivre, comme Dema,
yàgg na. Donc, toujours mettre en place un système qui te permet de vérifier, de contrôler. Oui. Voilà, même à distance. Oui. Ça, c'est important. L'autre expérience, food truck, toujours commencer avec un contrat ou bien de bonnes bases. Même si c'est la famille, écrire, faire un contrat. En fait, je n'en ai même pas voulu à mon oncle qui m'a fait le coup parce que à un moment, j'avais senti que je prends le risque. J'avais quelque chose qui me disait, Amina, signez vos contrats. Amina, signez vos contrats. Mais quelque part, signer mon contrat aussi, arrangé parce que j'utilisais le food truck sans frais. Tu vois? Donc, je me dis souvent aussi, l'eau des frais, c'est parce que tu as amené quelque part l'eau qui est retirée. Tu vois? Donc, quand je me suis fait avoir, je me suis dit, j'en sais un peu, tu as joué, tu as perdu. Tu n'as pas écouté cette voix, tu savais que tu aurais dû le faire, tu ne l'as pas fait, ça a fonctionné le temps que ça a fonctionné, écoute, demla. Et puis, avec l'autre expérience, après la mésaventure avec le collaborateur, l'agence de voyage a continué? Peut-être, elle a continué pendant un temps, et puis après, il a arnaqué tellement de personnes, il s'est enfui en France. Et toi, tu es sorti oui. Tu étais sorti du business, tu leur as laissé leur business? Direct. J'ai fermé le business. Ok. En fait, en parallèle, c'est l'agence créée en parallèle qui a continué. C'est ça. Mais toi, tu t'es retiré. Dès que j'ai vu que ça s'est passé, j'ai fermé. J'ai une particularité. Je n'ai aucun état d'âme à mettre un terme à une expérience. Je vais de 100% à 0, tourner la page, chapitre suivant. Ouais, final. C'est ça. Et puis j'ai l'habitude de dire, est-ce que est-ce que tu te comportes de la même manière avec les collaborateurs? Alors, avec les collaborateurs... Quand il s'agit de recrutement? C'est spécial. Honnêtement, beaucoup des recrutements que j'ai faits, c'était des recrutements où j'ai cru en la personne. Où j'ai recruté des personnes, ils en voulaient, mais ils se sont battus pendant longtemps, ils avaient du mal à avoir accès à des opportunités et autres. Les seules fois, honnêtement, et je suis prête à accompagner, les seules fois où j'ai mis un terme, où j'ai eu à arrêter des contrats avec des personnes, c'est quand j'avais le sentiment que la personne n'était pas à 100%. Ou que la personne trichait, tu vois. Je peux accompagner un collaborateur qui apprend pendant très longtemps. Mais par exemple, que tu sois dans le travail, que tu sois en train de regarder des YouTube, que tu te donnes pas à fond, ça, tu peux pas, c'est pas possible. Donc je dirais, les seules fois où vraiment ça s'est passé, c'est quand je me suis rendu compte que dans l'état d'esprit, on n'avait pas le même mindset. Donc, quand j'ai créé MinaPro, c'est vraiment, il y a des valeurs que j'ai mises en place. Et deux de mes collaboratrices phares, à un moment, ont eu un clash entre elles et se sont disputées. Et à un moment, je les ai appelées pour leur dire que je préfère me débarrasser des deux que de les garder et de créer un environnement toxique. Donc, pour moi, dans les collaborateurs, ce qui était vraiment important, c'est l'état d'esprit, la bienveillance qu'on va avoir entre eux. Donc, il y a un certain nombre de valeurs et c'est ça qui va être vraiment important pour moi, tu vois. Donc, dans ces valeurs, j'ai mis vraiment la bienveillance, la responsabilité, sens de la contribution aussi, le travail. Donc, pour moi, quand un de ces éléments n'est pas là, l'ennemi en bon terme. Après l'expérience de l'agence de voyage, tu as une autre expérience que tu peux nous partager? Oui, après ça, je me suis associée avec ma belle-sœur qui a un restaurant. Et donc, quand je me suis associée à elle, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, je me disais, bon, j'ai jamais été dans le business de la restauration, donc je vais être à fond dans ce business-là. J'étais partout. Tu pouvais me trouver dans les cuisines, en train de faire le service, en train de faire la caisse. Je pouvais être partout. Et donc, elle cherchait à cette époque-là un associé parce qu'aussi, elle était toute seule, elle se sentait fatiguée. Donc, au bout de 3 mois, quand j'ai dit, OK, maintenant j'ai compris les process, maintenant j'ai compris comment ça fonctionne, on va recruter
un manager et c'est le job du manager de faire la caisse et autres. Et c'est là qu'il y a eu un clash entre nous parce que elle, dans son entendement, c'était j'ai recruté un associé qui va être présent comme le type de présence que j'avais, alors que moi, dans mon entendement, c'est et puis c'était, j'ai pas quitté une entreprise pour être caissière dans un restaurant, tu vois. Donc, ne pas avoir communiqué clairement sur les attentes de part et d'autre emmener des frustrations. De type, oui, est-ce que tu peux être là ce week-end? Parce que c'est vrai qu'il fallait surveiller le staff. Et je disais, mais non, moi, j'étais divorcée à l'époque, j'ai que le week-end avec mes enfants. Je peux pas, tous mes week-ends sont consacrés à mes enfants. Et donc, quand ça a commencé à créer comme ça des petits clashs, des petites frustrations, on s'est assis, je lui ai dit, écoute, on est belle-sœur, je t'aime beaucoup, la relation de belle-sœur est plus importante pour moi que la relation de business. Donc, comme on n'avait pas le même entendement par rapport à ce qu'il fallait faire, vaut mieux qu'on arrête la relation d'affaires et qu'on continue d'avoir des très bonnes relations familiales. L'erreur dans ce business-là, c'était quoi? Elle était double. C'était déjà de penser que le fait d'avoir la même vision, c'était suffisant pour être associé dans le business. Ça, c'était la première erreur. Qu'on s'entend bien. Écoute, on s'entend bien dans la vie, on s'adore, donc on va forcément pouvoir travailler ensemble. Right? Ça, c'était la première erreur. La deuxième erreur, c'est de ne pas s'être posé pour dire, oui, mais toi, qu'est-ce que tu attends d'un associé? Et que l'autre dise oui, voilà ce que je peux donner, ou voilà en termes de travail dans la boîte. Parce que tu peux être associé et tu as juste mis de l'argent et une fois par année ou une fois tous les 3 mois, vous vous parlez et puis voilà, mais c'était pas son entendement. Et aussi, j'ai pas communiqué sur le fait que non, le 3 mois là, je suis là présente comme ça pour bien comprendre pour après, mais c'est pas mon ambition non plus d'être là full time tout le temps. Et jusqu'à présent, on n'est pas encore arrivé à Minapro. Hein. On a am na beneen boo ñuy jox ñu beneen boo amee non là on est en train de profiter d'une masterclass business. Tu vois? Yeah. Et je dois parler de la même chose ce soir, justement. Comment ne pas échouer? Non, ça, c'est comment échouer. Ça, c'est comment échouer. Non, c'est l'objectif derrière, je veux dire quoi? Oui. Ok. Oui. Les leçons à apprendre derrière. Non, essentiellement, c'est ça. Yeah. Les autres activités dans lesquelles je me suis impliquée, j'étais pas à fond dedans. Ok, c'était pas de dire parce que bon, après un moment, tu comprends. Et surtout, pendant que je faisais ça, c'est là que j'ai commencé à travailler dans le milieu associatif. Et donc, je me suis rendu compte du besoin qu'il y avait. Genre, comme je te disais, j'ai grandi dans un milieu entrepreneurial. Donc, par exemple, avoir compris le revient, c'est évident pour moi. Quand quelqu'un venait me dire, oui, mais viens, Kai, les poulaillers, ça marche. Viens, petit poulailler et tout. Moi, je fais mes calculs. J'ai dit non, d'où me sort les liens pour gagner 50 000, ça va pas. Et donc, je comprenais que poulailler, peut-être le Google a une bande régulière à 500, à 1000. Donc, si tu veux, il y avait tellement de choses qui étaient évidentes pour moi. Et quand j'allais dans donc, ces associations, notamment, j'ai commencé par Leader, je me rendais compte que, il y avait des choses qui me semblaient évidentes, qui étaient peut-être pas évidentes pour les autres. Et c'est là que j'ai commencé maintenant. Au début, c'était gratuit. À offrir des formations, à offrir du conseil. Et c'est les premiers d'ailleurs membres de Leader qui m'ont appelé coach. Et je disais, mais genre, moi, je ne suis pas coach. Donc c'était vraiment là que j'ai commencé à dire, ah tiens, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais régulièrement, j'ai des facilités, et bon, dans les différentes expériences que j'ai eu des positions de leadership, j'ai eu à mettre en place des systèmes, et moi j'aime les systèmes, et donc c'est là que j'ai commencé vraiment à me dire, ah tiens, je vais créer une activité autour de l'accompagnement que je propose. Et là, un jour, à Mélo, je rencontre Meriba. C'est elle qui a fondé Institut Meriba. On était étudiantes ensemble à Bordeaux. Et elle me dit, ah, mais qu'est-ce que tu deviens? Meriba. Meriba. Ah, c'est différent de Meribay. C'est différent de Meribay, c'est Meriba. Et donc, elle me dit, écoute, je suis formatrice certifiée pour
de coaching dans la PNL. Et donc, je me dis, ah tiens, c'est vrai que comme de plus en plus, il y a ce volet coaching dont on me parle et autres, je vais investir et je vais me certifier. Et donc, quand je dis je vais me certifier, je me rappelle, il y en a qui me disent, mais non, les gens qui jangal sa bop dans les livres. Il y en a qui me disent, mais yo, va là où elle a appris, elle-même ne passe pas par. Tu sais, un peu ce fait de rep finalement, l'expertise locale. Et donc, je dis non, je vois comment elle travaille, j'aime le travail qu'elle fait, il y a cette relation de confiance qui est là, je le sens bien, donc je vais y aller avec elle et je ne l'ai pas regretté. Je ne l'ai pas regretté parce que justement, il y avait des outils, donc c'est une certification en programmation neurolinguistique. Et moi, ce qui m'intéressait derrière, je commençais à me poser des questions sur l'apprentissage. Parce qu'on me disait, si tu as des élèves qui ne comprennent pas le cours, c'est que c'est le prof qui est pas bon. Et donc, quand je donnais des cours, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des gens qui comprennent et il y a des gens qui ne comprennent pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans mon process? Donc, c'est là que je commence maintenant à m'intéresser à l'approche par les compétences, comment les gens apprennent, comment je peux changer mes méthodes et autres. Et c'est là aussi justement que je me rends compte que quand je fais des formations et qu'il y a des participants qui se sentent pas bien en français, quelque part, c'est comme un complexe que ça leur crée. Et je commence à flipper toutes mes formations aussi en Wolof. Dès que je sais que tout le monde parle Wolof et je me rends compte que les choses passent mieux. Et donc là, je fais ma certification en PNL, je la fais sur 2 ans. Et quand j'obtiens ma certification, c'est quelque chose qui vient maintenant alimenter mon process. Et même pendant que je fais ma certification, je choisis à un moment parce que du coup, je me dis, c'est vraiment sur la partie affaires que je veux l'orienter et pas sur la partie développement personnel. J'ai des gens, et donc parfois j'avais des gens qui viennent me dire, oui Amina, j'ai besoin de motivation, je suis déprimée par rapport à mon entreprise. Je dis, je connais quelqu'un qui est très bien. Je vais te mettre en rapport avec cette personne, mais c'est pas moi. Moi, je peux t'accompagner, genre quand tu sais que tu vas en guerre. Quand tu sais que cette entreprise-là, c'est vraiment ça que tu veux faire, tu vois. Mais je suis pas dans le business de te motiver, je suis pas dans le business de te convaincre à te lancer dans l'entrepreneuriat. Donc très tôt, je me positionne dans ce sens-là, et c'est là que je fais Minapro. Qu'est-ce que tu penses de la motivation globalement? Est-ce que toi personnellement, il t'arrive des moments où tu es moins motivé? Comment est-ce que tu fais pour... Non, la motivation, c'est éphémère. Quel que soit ce que tu veux faire, la motivation, c'est éphémère. Je veux dire, de la même manière que tu as le jour et la nuit, les vagues qui vont et qui viennent. La motivation, c'est pareil. Je veux dire, pour moi, il y a des choses, c'est comme le cycle de vie, c'est la nature. Et penser que tu vas être tout le temps motivé, c'est contre nature. Maintenant, même quand je ne suis pas motivée, je fais le job. C'est ça la différence. Right? Donc, c'est pourquoi ce qui est important, c'est de bien comprendre ce dont ton entreprise a besoin pour fonctionner, pour vivre. Et donc, soit je le fais motivé, soit je le fais non motivé, mais je le fais. C'est ça. Et puis c'est tout. C'est ça ma position sur la motivation. Carrément, on est deux, hein, parce qu'après, moi, je pense que la motivation, c'est comme le dollar, quoi. Ça monte et ça descend. Mais après, derrière, quand on est discipliné, on sait que voilà, c'est ce qu'on doit faire, on doit le faire. Et surtout pour les femmes. Particulièrement pour les femmes, parce que quand même, il y a une dimension hormonale qui joue dans la motivation. Où les hommes n'ont pas ce même vécu par rapport aux fluctuations hormonales. Donc, c'est important aussi de le comprendre en particulier pour les femmes. Et puis après, ça va avoir une incidence dans même dans l'alimentation qu'on va choisir, dans les vitamines que l'on va prendre. Donc, il est important également de se connaître et, entre guillemets, j'ai envie de dire, de savoir dans quel état on est et l'impact que ça va avoir. Donc, mon mari, il dit, je suis mariée à 4 femmes.
Il y a des jours, je me réveille à 4 heures du matin, c'est boum, je me lève, je commence à bosser direct. Il y a des jours, je me lève, je reste dans le lit, je peux rester jusqu'à 8 heures et autres. Et il comprend que ces différentes versions, et il est OK avec toutes les versions. Et man, c'est ce que je dis à madame, hein. Parfois, les femmes, même parfois, les changements d'humeur arrivent beaucoup, surtout quand elles sont en état de grossesse, et c'est réel. Voilà quoi, et c'est réel, c'est des choses qui sont là. Après, bon, Mohamed, tu n'as pas encore compris quoi, tu canam quoi. C'est que c'est ça, hein. Après tu comprends ces choses-là et puis moi je dis à madame juste organise-toi, fais ton plan, dans la journée, fais ton possible pour que voilà quoi, que tu aies un programme dans la journée, même quand tu es down, fais ce que tu as à faire, même à partir de la maison, si tu ne vas pas bosser, et puis après si tu sens que c'est compliqué, bon, graoul quoi. Mais essaie d'être discipliné si bien à faire. C'est ça. Et honnêtement, c'est là que c'est important de pouvoir avoir un entourage qui aide. OK? Effectivement, quand je suis pas motivée ou quand je suis coincée ou quelque chose, je sais que je peux en parler à mon mari. Je sais que je peux en parler à mon frère. Je sais que je peux en parler à mon père. Et ce sont des gens qui sont bienveillants autour de moi. Okay? Ce sont des gens qui m'ont suivi dans tout mon parcours entrepreneurial. Et c'est vrai qu'avant Minapro, écoute, j'avais un projet tous les 6 mois. Les souvenirs wax ce projet, ñu ne ñëwati na. Et kenn sañu ma wax déedéet. Waaw. Parce que regarde, énergie bi ma ciy ñëwee. Et puis bu may ñëw, j'ai fait mes calculs, j'ai fait mes trucs, etc. Et donc voilà, le dernier truc que j'avais, c'était élevage de nag. Parce que on m'avait dit voilà, cycle de production, machin. Quand je suis partie voir mon mari, il m'a dit mais attends, c'est pas ton domaine. Et autrement que non, mais qui l'a quoi il n'a pas su me faire changer d'avis. C'est mon frère qui m'a dit ah, tu veux passer de végétarienne à tuer des vaches maintenant? Tu veux tuer des vaches maintenant, c'est ça. Et c'est vrai que j'ai eu une phase végétarienne. Et le fait qu'il m'ait dit ça, c'est ça qui m'a fait dire bon, bye là. Je l'abandonne. Tu as gagné. Bye là. Regarde, est-ce que toi et monsieur, vous avez la même personnalité? Pas du tout. Est-ce que bon, c'est juste pour savoir si même en termes c'est-à-dire pour que 2 personnes puissent partager un projet, parce que bon, après, je parle du mariage comme un projet, je parle des collaborateurs aussi. Quand avec les collaborateurs, vous êtes dans un même projet, dans une même entreprise. Est-ce que pour travailler ou bien pour faire des résultats, vous êtes obligé d'avoir la même personnalité et, si ce n'est pas le cas, comment est-ce que vous gérez? En tout cas, je ne sais pas pour les autres, mais je vais parler pour moi. Mon mari et moi, on travaille ensemble depuis plusieurs années. Okay? On a des tempéraments complètement différents, des façons de fonctionner complètement différentes. Par exemple, moi, je suis chiffre. J'aime voir les chiffres, j'aime qu'il y ait des zéros dans mon compte en banque, donc j'ai moins d'appétence pour le risque. Surtout, bon, comme il y a les employés derrière, il y a les enfants et autres, donc dans la manière d'aller sur un projet, j'ai vraiment besoin de voir tous les chiffres et autres. Mon mari, lui, il est beaucoup plus contact humain, voir les gens, marketing, je le sens bien. Mon mari, une des phrases, c'est non, mais je le sens bien. Moi, je sens rien. J'ai besoin que ce soit sur le papier, que je vois des plus et que je vois des moins. Donc, ce qu'on a fait, c'est simple. Les chiffres, c'est moi. Et lui gère ce côté relationnel. Quand on va dire, et si on faisait ça, mon mari, c'est celui qui va prendre et qui va y aller à fond. Et moi, derrière, je structure et j'organise. Le parfait contraire. Et moi,
J'ai remarqué ça, que beaucoup de collaborations qui marchent bien, c'est toujours de parfaits contraires qui se disent. Parce qu'après, c'est quoi? On se complète en fait. C'est ça. Moi et madame, c'est pareil. Moi, je suis la personne super disciplinée, super organisée, qui est là, qui peut, voilà quoi, hard worker, qui peut travailler, Oui. et puis, avec un tempérament parfois kawaki, elle est posée. Et, elle est quoi, elle va avec les émotions, elle est beaucoup plus émotionnelle. Moi, je suis beaucoup plus rationnel, beaucoup plus chiffre, comme tu es. Chiffre, chiffres là, elle est beaucoup plus, elle y va beaucoup plus au feeling en fait. Et puis, je me dis que finalement, ça marche bien parce que quand je viens avec ben certain, ben fougouné, on va faire. Attends. Moi, je suis les chiffres et l'émotionnel en même temps. Okay. Donc, souvent, ce qu'on se dit, c'est bon cop, bad cop. Donc, il me dit, et en général, le bad cop, c'est moi parce que lui, on va être avec un fournisseur. Le fournisseur va être en retard. Au deuxième retard, il va être en train de parler. Et moi, je vais exploser en disant, mais non, c'est pas possible, etc. Donc, souvent, on joue de ça aussi dans la gestion. Il me dit, voilà, fournisseur. Tu vois. Donc maintenant, ce qui a beaucoup aidé dans notre couple, c'est on s'est entendu et on le vit on se cache rien. Dans les émotions, dans ce que l'on ressent, le mot meti et autres, on le communique. Et on sait aussi que quelqu'un qui l'humour, ça vient d'une bonne intention. Donc même si c'est pas facile à entendre parfois, vraiment, réellement, ça vient d'une bonne intention. Carrément. Et donc ça aide à entendre les choses. Yeah, c'est bien. Ce qu'on a fait aussi, c'est on a vraiment séparé le business et notre relation. À quoi ça ressemble? Donc il y a les comptes séparés pour le business, pour l'argent. Il y a l'argent du business. Il y a même dans WhatsApp, on a un groupe. Nous deux, on a un groupe work qu'on appelle business. Donc, c'est dans le groupe work qu'on parle business. On a un groupe cash. C'est dans le groupe cash qu'on gère tout ce qui est transactions financières. Et donc, ça aussi, ça permet d'être très à l'aise dans les questions d'argent et autres. Donc, même si on est marié, quand on a monté l'une des sociétés, on est associé chez le notaire, c'est sur les papiers, sur cette société. C'est pas juste on s'aime Monsieur le Roi, Madame la Pluie et donc ça y est, voilà. On a vraiment formalisé toute la relation d'affaires qu'on a distinguée de la relation de couple. Ça, c'est super bien. Est-ce que tu te rappelles d'un moment où, avec tes activités, tu es monté à un certain niveau et paf, les choses ont dégringolé et tu as dû te réadapter, changer de style de vie ou bien réorganiser pas mal de choses? Alors, bon, je t'ai raconté les expériences que j'ai testées qui ont pas fonctionné. Mais le changement de vie, c'était plus quand j'ai décidé changer ma vie en 2016. Et que j'étais encore full-time salarié. Et là, je me suis dit, je peux pas continuer comme ça, à vivre avec des avances sur salaire et autres. Et donc, comme beaucoup de Sénégalais, je pense que je vivais au-dessus de mes moyens. Ce que j'appelle vivre au-dessus de ses moyens, c'est ton loyer, c'est plus de 50% de ton salaire. Quand tu reçois ton salaire le 5 du mois, c'est fini. Et donc, un jour, je me suis réveillée et c'est vraiment littéralement comme ça que ça s'est passé. J'ai regardé, j'ai dit non, ça, c'est pas ma vie. Yeah. Et quand j'ai dit ça, c'est pas ma vie, je me suis dit, je vais tout recommencer. Et j'habitais vers Nord-Foire, villa, R+1, tout ce que tu veux. Et j'ai dit non. Moi, bon, après, je suis assez radicale. Je ne recommande pas à tout le monde si c'est pas dans votre nature. Moi, je suis radicale dans le sens où j'ai fait mon préavis. Donc, j'avais mes 2 enfants. À l'époque, mon ex-mari ne vivait pas avec nous. Il vivait au Canada. Et j'ai dit, j'ai un garçon.
Je voulais pas non plus que mon garçon se retrouve avec que des femmes. C'était important pour moi qu'il continue d'avoir une figure paternelle. Je savais que j'avais besoin de présence aussi et d'aide parce que l'entrepreneuriat me demandait beaucoup de déplacements. Et donc, j'ai pris mes enfants et je suis allée m'installer à Colobane, chez ma grand-mère. Et dans une chambre, et je me rappelle, j'avais le même lit que mes enfants, pour dire, OK, il faut que je me refasse une santé financière, il faut que je redonne un sens à mes différentes activités. Comme c'était chez ma grand-mère, justement, j'avais mes oncles qui étaient là chaque midi. Donc même pour mes enfants, c'était bien pour leur éducation, pour leur développement. Ça me permettait de voyager quand je voulais par rapport à mes différentes activités, les formations que je fais, parce que je pouvais être tranquille. J'avais plus de loyer à payer, j'avais juste la participation que je faisais par rapport au fonctionnement de la maison. Et moi-même, j'étais aussi encore plus entourée. Et donc, du coup, tous mes revenus maintenant, j'avais peut-être 10% de mes revenus qui allaient dans le fonctionnement et le reste, ça me permettait d'avoir une meilleure qualité de vie avec mes enfants. Et c'est comme ça que, quand j'ai démarré Minapro, j'étais à Colobane. Et donc, du coup, je continuais à un moment de recevoir, quand je recevais mon argent des différentes consultations, ça me permettait maintenant de commencer à épargner. Et quand j'ai eu assez d'argent pour retourner en location, j'ai recruté mon premier salarié. Parce que j'avais très vite compris aussi que s'il n'y a que moi, ça me limite en termes de développement. Quand j'ai eu encore assez d'argent, parce que les marchés revenaient et autres, j'ai recruté mon deuxième salarié. Donc, je suis restée 3 ans à Colobane et c'est ça qui m'a permis justement de pouvoir avoir un capital pour préparer mon propre investissement par rapport, que ce soit les bureaux que je voulais ou autre. Et même là, entre-temps, donc quand je me suis mariée, j'habite aujourd'hui chez ma belle-mère. Et donc au début, donc elle a une villa avec plusieurs niveaux. Pareil, au début, Minapro, c'était l'appartement qui était au-dessus de chez moi. Parce que du coup, je payais pas encore de loyer. Donc l'équipe au début venait là-bas, mangeait là-bas et autres. Et c'est seulement l'année dernière que j'ai quitté, parce que bon, l'équipe s'était agrandie. J'étais sûre aussi en termes de trésorerie de pouvoir le gérer. C'est seulement l'année dernière que j'ai quitté chez moi pour être en location dans un espace où là aussi je suis avec mon frère, qu'on a loué ensemble. Yeah, en tout cas, c'est très bien. Comment est-ce que, parce que le blocage avec beaucoup de gens par rapport à ça, c'est quoi? C'est que le regard de la société, si je retourne chez mes parents, comment est-ce que les gens vont penser, etc. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Comment est-ce que tu gères ça? Moi, j'ai compris que je ne dors pas avec la société. La nuit, quand je suis avec mes factures, quand je gère les gens à qui je dois de l'argent ou la banque à qui je dois de l'argent, la société n'est pas là. Donc, à partir du moment où je ne dors pas dans mon lit avec la société, que quand j'ai mes problèmes, je les face toute seule et pas avec la société, et ben la société, elle se gère et je me gère. Et donc, j'avais aucun problème par rapport à ça. Effectivement, je me rappelle, au début, ça a commencé par mais yow xana sac bi rek nga am. Mais yow xana dal yi rek nga am. Et les gens qui venaient te demander de l'argent étaient mieux habillés que toi, effectivement. Mieux à la mode que toi, effectivement, mais je savais c'était quoi mon objectif. Donc au début, ça a commencé par effectivement, et puis après, quand j'ai commencé maintenant à voyager et tout, ça a commencé, mais toi tu as de la chance. Après, subitement, les gens ont l'impression que c'est parce que tu as de la chance que tu arrives à t'offrir ça. J'ai dit non. C'est pas de chance, hein. Quand vous achetez des bijoux, j'achète pas. Quand vous achetez des beaux habits à 100 000 francs, j'achète pas. Par contre, je vais en vacances. Donc du coup, très rapidement, et puis mon époux aussi m'a aidé dans ça. On a vraiment fait les choses comme on avait envie de les faire, tu vois. Et donc, j'ai pas ce stress-là de la société. Après, c'est dans ma famille aussi, je pense, que j'ai été accompagnée, où les gens, comme je t'ai dit, ont beaucoup le mindset entrepreneurial et donc sont très en mode... parce que je pense que ceux qui vivent ça,
c'est soit toi, on te met la pression de la société, mais c'est parce que ces personnes-là elles-mêmes vivent la pression de la société. Parce que ces personnes-là elles-mêmes, peut-être que ce soit une maman ou autre, reçoivent elles-mêmes la pression d'autres personnes de la société. Et donc le fait que moi, non seulement je ne vis pas cette pression, mais que les gens qui m'entourent aussi ne vivent pas cette pression-là, je pense que c'est ça qui l'a rendu plus facile pour moi que pour d'autres. Ça c'est super important. Là par exemple il y a c'est vrai que maintenant on parle beaucoup d'entrepreneuriat, etc. Surtout sur les réseaux, ça m'a carré. Business, etc. Oui. Et il y a beaucoup de jeunes qui veulent se lancer, etc. Mais bon, à côté aussi, il y a beaucoup de messages bon, que je n'approuve pas forcément. C'est quoi? C'est que c'est-à-dire si qu'est-ce que je veux dire, c'est-à-dire c'est-à-dire si tu veux vraiment changer ta vie, si tu veux c'est-à-dire ne sois pas salarié, là le salariat c'est n'importe quoi, on va t'exploiter, etc. Toi, qu'est-ce que tu penses de l'entrepreneuriat, du salariat? Alors, comment dire? Effectivement, j'entends beaucoup de choses que je n'approuve pas sur les réseaux sociaux. benn ci n'abandonne jamais li may def parce que man yow gis nga li ma abandonné yépp abandonné naa fépp rek bi abandonné man maa fi gën a gaaw a abandonné c'est-à-dire que quand je rentre dans un business je rentre avec l'idée que su ma ci tollee fii te aw ma ci li mu bëgg dama koy abandonné donc l'histoire de n'abandonne jamais pareil, je trouve que ça n'a pas trop de sens parce que je suis certaine et je suis prête à parier que entrepreneur à succès tey boo gis am na lu yow mii am na loo abandonné. La dernière fois, on était en train avec un ami qui est juste en face. J'étais en train de compter le nombre de business qu'on a lancé et qui voilà quoi, yu mujj dem bankrupt, yu mujj échec quoi. C'est ça. J'en étais à 4. On dit que, je pense, les statistiques dans le monde disent qu'à peu près déjà abandonné 7 avant de vraiment nekk ci li nga xamante ne ça va fonctionner. Ok. Donc la première chose, c'est vraiment, c'était ce premier message-là. Quand tu as parlé de message, c'est tout de suite ce qui m'est venu à l'esprit. La deuxième chose, c'est que il faut être réaliste. Ok. Dans le sens où, de question aux salariés, à question ou entrepreneuriat. Tu fais ce que tu as besoin de faire. Ça veut dire que moi, je préfère être entrepreneur, salarié. Je suis certaine de gagner 500 000 francs par mois que d'être entrepreneur qui ne gagne pas sa vie. Donc, souvent, ceux qui se mettent même à poser le débat en termes de oui, salarié ou entrepreneur, c'est peut-être parce qu'il y a un problème, en fait. Mais au bout de la l'air, da nga wara fay salaire fin du mois, ou da nga wara fay loyer fin du mois, ou les charges, ce sont des charges certaines. C'est presque inconscient de laisser tomber li nga xamantene ça te fait vivre sous prétexte que tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat. Carrément. Sachant que 80% des entreprises échouent. Il n'y a pas les millions dont on parle, et millionnaires. Et aussi, je pense que là aussi, c'est parce que ils réussissent dans le sens où, ok, Minapro fonctionne, ok, mais Minapro fonctionne. Je peux me lever un matin, et c'est ce que beaucoup de gens font. Oui, je vais faire un programme, les clés du succès. Et il y en a beaucoup qui font des choses comme ça. Je vais vous apprendre comment gagner des millions grâce à ma méthode. Mais, en 3 mois. Ouais, en 3 formule Je t'ai gagné 1 million avec la méthode en 3 secondes. En 15 jours. Mais il faut arrêter. Je t'ai à faire 10 000 € en 3 secondes.
baax na. mais ki lay wax loolu boo seetee dëggantaan papam nekk na entreprise bi wala am na réseau bi wala am na contact yi fayu loyer financé nañ ko surtout ñi nga xamante ne dañ leen di financé te duñu wax fenn mais financé nañ leen ou quoi que ce soit qui donne l'impression que donc il y a beaucoup de mensonges, j'ai envie de dire, dans cette façon de vendre l'entrepreneuriat à tout prix. fi may commencé mooy déjà entrepreneuriat dañu jékki-jékki xewal ko mais ñun entrepreneuriat tout à l'heure je disais mon arrière-grand-mère était entrepreneur mais ñi nekk ci marché yi ay entrepreneur la ñu génnuñu ci quelques ñoo ciy génn c'est la réalité dans l'entrepreneuriat formel aussi je dis souvent amuloo kenn koy jël koo xamante ne dans sa famille amul tante wala amul bàjjen buy létt wala muy ñaw wala muy defar jus wala muy def nekk traiteur donc je veux dire entrepreneuriat yàgg na si ñun tu vois maintenant les vraies questions à se poser c'est ok est-ce que am naa loo xamante ne wala est-ce que mën naa am na loo xamante ne mën naa ko andil nit ñi loo xam ne y a suffisamment de monde qui en ont besoin pour que ça marche mais da ngay gis koo xamante ne bac licence maîtrise rek ne la léegi ça y est il se lance dans l'entrepreneuriat tu peux pas être entrepreneur si tu es au même niveau que les gens. Moi parfois il y a des gens qui viennent me voir Amina j'ai besoin de coaching j'ai un problème de marketing mais nga boo xoolee produit bi nga xam ne lii du problème bu marketing les gens n'ont pas besoin du produit yow tu as fait un produit parce que tu l'aimes bien tu aimes bien le produit pour toi-même mais t'as personne qui en veut donc mën nga ko marketing fii ba suba nit du ko jënd. C'est clair. Tu vois? Donc la première chose que je dis quand on va poser ces questions en termes de salarié, entrepreneuriat et tout, si tu es pas un salarié boo xamante ne quand tu vas quitter ton entreprise tu vas manquer aux gens, ça va être difficile d'être un bon entrepreneur. Parce que les qualités qu'il faut pour être un bon salarié, ce sont les mêmes qualités qu'il te faut pour être un bon entrepreneur. C'est clair. Donc il n'y a pas de débat vraiment et après tout finalement toi aussi tu es un salarié de l'entreprise. Et toi aussi, tu as beaucoup de boss. Mais oui. Tu es en entreprise, tu as un seul boss, tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu as plusieurs boss. Tu fais tout en même temps. Tu dors pas assez, tu es stressé. La fin du mois, il y a les moutons. Hein? Ah, non, mais moi-même, il n'y a pas de souci. Ah non, mais moi, Graoul. Ah bon? Ah, mais moi, non, mais Graoul, je veux dire que. Tu es encore célibataire. Gars, après, de toute façon, il faut. C'est fils de famille. Non, mais moi, je suis quoi. Moi, non, on est en Afrique. Il paraît que si déclarer que tu es un gars, tu es un quoi. Ah. Et c'est ça. Qu'est-ce que tu conseilles quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est en entreprise et qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Moi, ce que j'ai fait, déjà, là, il y a une chose en termes de gestion du cash. Ok, j'ai mis suffisamment d'argent de côté avant de me dire, ok, déjà, damay bàyyi salarié bi. Ok, donc souvent les coachs qui sont spécialisés en finance vont le dire, am na loo xamante ne tu as un fonds d'urgence que tu as besoin de mettre en place mu leer la ne yow ok peut-être xaalis boobu soxla woo ko pendant un certain temps parce que au début les clients ne vont pas venir tout de suite. C'est clair. Okay? Donc moi la première chose que j'ai faite, comme je t'ai dit, comme j'avais diminué mes charges, j'avais de l'argent que je pouvais mettre de côté. Deuxième chose que j'ai faite, j'ai commencé à travailler, à avoir des clients avant de bàyyi salariat bi. Ok, donc ça te permet de tester le produit, de tester la demande. À la limite ba nga dem ba demande bi ngay am mun la fay li nga xamante ne salaire bi moom la doon fay. Loolu ça te permet d'être sûr déjà que effectivement il y a une demande, que ça va te générer des revenus et autres. Ok, donc ce sont les deux choses que vraiment man j'ai eu à faire au lieu de jékki-jékki xëy suba rek laisser de bàyyi. Boo ko defee du yomb. C'est clair. Okay. Donc vraiment, ce côté de bien gérer sa trésorerie, c'est important. Et aussi, commencer déjà à tester le produit pour mu leer la ne il y a suffisamment de demandes pour ce que tu proposes. Ça c'est une très bonne méthode. Donc,
créer un fonds d'urgence qui pourrait te permettre de tenir au moins 6 mois, c'est ça? Au moins. Voilà. Ouais. Et puis, à côté, tu commences à dérouler ton business comme side hustle. Exactement. Tu prends peut-être 2 heures de temps par jour, 3 heures, ou bien voilà. Moi, j'ai fait deux choses. Non seulement c'était déjà développer mon expertise, parce que je suis désolée de le dire comme ça, il y en a qui se lancent dans l'entrepreneuriat, ils sont pas assez bons. Je veux dire, boo newee ne yow man dama lay régler sa problème, ça veut dire que am na benn maîtrise boo xamante ne il faut que ma xarañ si vraiment pour mun a dire que je vais venir régler ton problème avec mes compétences. Mais yenn saa yi yàkkamti laay gis te loolu internet bi moo koy andi di nga gis ku dem ci internet bi def une certification par exemple en coaching comme coaching laa xam def na certification coaching pendant 6 semaines wala même 6 mois su ko neexee mais ça y est je suis coach, comment c'est fournir service. Yeah. Tu vois? Oui, open for business. Nous allons marquer mon coach. C'est ça. Am na ñu coaché tey fu ñu nekk. ana sax ñoom fi ñu nekk tey. Tu vois? Parce que joxuñu expertise bi gëdd bi ñu ko war a jox ak bi ñu ko war a jox dëggantaan. Donc war nga ci yàgg comme j'ai dit ça c'est une des certifications que j'ai faites le coaching ça m'a pris 2 ans. Tu vois, beaucoup maintenant tout le background de 15 ans de salariat en termes d'expérience déjà, de l'environnement dans lequel j'ai baigné et autres, avant de dire ok, Minapro, je l'ai créé en 2020. Ok, j'ai commencé à travailler en 2004. Tu vois, donc et moi j'ai continué jàng. Cette année, je me suis inscrite dans le master en sciences de l'éducation. Juste pour continuer de développer expertise, développer xam-xam, pour pouvoir continuer de dire aux gens, j'ai des solutions pour vous. Mais si dee li nga jàng ñoo bokk di ñu jàng gënuma la ci am xam-xam ou quoi que ce soit, je peux pas régler tes problèmes. C'est clair. Donc côté bobu, comme je dis, en parallèle aussi, si c'était les 3, c'est oui, gérer les éléments de trésorerie, développer son expertise, ça continue, c'est vraiment à vie, et puis commencer ce side hustle là, ba nga xamantene tu arrives à peu près le même niveau que bi nga doon am bi nga nekkee salarié, mu leer la ne boo bàyyiwee salarié bi lii dina continuer di la mën a fay. C'est clair. Et selon toi, qui peut, est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? Alors, on m'a posé souvent la question, et ça c'est un grand débat entre mon époux et moi. Mon époux me dit non, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Mais man, je suis convaincue que nit, lu mu bëgg doon rek mun na ko doon, ça dépend lan la ko jaral. Tu vois, bu dee yow par exemple tey jii nii amuloo benn pexe. Ok, entrepreneuriat rek mooy li nga xamantene parce que moo fi nekk admettons je sais pas je peux prendre kenn koo xamantene jàngul par exemple ok wala dafa teel a bàyyi jàng d'accord donc peut-être que yenn job yi dans certaines entreprises c'est simple souvent boo jàngulee di nga am liggéey mais doo mun a egg jamais yenn position yi nga xamantene on va te fay yenn salaire yi wala peut-être di nga sonn ci entreprise bi le jour où il faut recruter un directeur ñu dem jëli ko am master wala ñu dem jëli ko am expérience boobu parce que foofu la ñu teg diplôme diplôme donc yow su boobaa tu sais que ok si sama jàng soriwul et autres donc lenn peut-être moo may mën a may ma yegg benn niveau bi c'est l'entrepreneuriat mais si kaw nga dem jàngi waat expertise bi admettons je sais pas tu veux être prenons les métiers basiques menuisier plombier artisan quand tu vas tey jii en France wala quand tu vas aux États-Unis quand tu prends un plombier mais le tarif bi nga koy fay de l'heure c'est énorme ils gagnent mieux leur vie que beaucoup de gens yoo xamante ne ils sont dans les entreprises nekk fa salariés mais lan la ñu ëppalee ñi nekk fii c'est peut-être ok tu es sûr que boo woowee nit ki bu la defalee liggéey bi benn yoon mais tu es sûr que c'est bon. Mais problème c'est que souvent tu as des gens qui apprennent sur le tas ñëw war la monter serrure dëpp serrure bi te du leen déranger tu vois donc foofu lay waxee ne peut-être c'est là qu'on a un manque donc kooku noonu nga xamante ne mun na dem jàng un métier technique comme ça tu as des écoles de formation professionnelle et tout ça kooku tey jii nii bu xamee ne réellement lii rek moo ko ci mun a génnee et qui se donne à fond
je ne vois pas ce qui peut l'empêcher de devenir entrepreneur. Carrément. Moi, je pense que vous êtes sur la même ligne. Je dis que tout le monde peut, mais tout le monde n'est pas prêt à faire ce qu'il faut. Voilà, donc c'est ça. Hein. Pour moi, tout le monde peut, mais sachant que tout le monde n'est pas prêt à faire ce qu'il faut pour être entrepreneur, tout le monde ne va pas être entrepreneur. Et donc, oui, c'est comme ça, Bob. Voilà. C'est comme ça, Bob. Enfin, pour moi, là où on va dire que est-ce que tu peux ou est-ce que tu ne peux pas, par exemple, quand tu es dans l'entrepreneuriat, il faut que tu aies une garantie. Salaire, c'est pas garanti. Tu as des mois, tu ne sais pas à l'avance combien tu vas gagner, admettons surtout les premières années. Bu dee yow loolu daf lay tere nelaw da nga xamante ne yow da nga ciy am ay palpitations parce que xamuloo xaalis bi fu muy jógee à la fin du mois, à ce moment-là effectivement va être salarié parce que stress boobu attanoo ko. C'est peut-être plus dans ce sens qu'on va dire est-ce que la personne peut devenir entrepreneur ou est-ce que la personne ne peut pas devenir entrepreneur, tu vois. Mais c'est dans les compétences qu'on a à la base, ce qu'on est prêt vraiment à faire. Donc peut-être que kooku nekk entrepreneur naqar lay doon ci moom métti lay jur ci moom par rapport à quelqu'un qui sait mieux le gérer. C'est clair, hein? Et puis c'est-à-dire moi je pense aussi que dans la vie, parce que on peut grandir dans une maison. Et dans la maison, tu peux voir un frère qui se marie, mais qui reste toujours dans la maison, qui va construire un appartement, qui reste dans la maison. Et tu vas voir d'autres membres de la famille, peut-être une sœur, ou dem créer un foyer. Et pour moi, le monde du travail va simplement évoluer comme ça. Il y a des gens qui vont intégrer une entreprise et apporter leur valeur à l'entreprise, permettre à cette entreprise de grandir. Et il y en a qui vont venir dans l'entreprise, faire leur temps et puis sortir et aller créer aussi une autre entreprise à côté. Et c'est ce qui fait bouger l'économie en fait, parce qu'après il y a plus d'entreprises, c'est plus d'emplois pour tout le monde. Pour moi, c'est ça. Hein. Donc, c'est pas forcément que ñëpp war a nekk entrepreneur ou ñëpp war a nekk salarié, mais c'est dans l'évolution normale des choses. On va avoir des gens, des entreprises qui vont grandir et ils vont grandir grâce à d'autres personnes qui vont venir intégrer et qui vont durer là-bas, qui vont faire toute leur carrière là-bas. Et puis, il n'y a pas de mal en fait. Moi, je dis, il n'y a pas de comparaison. Ce qui me fait rester dans Minapro, et vraiment avoir un projet Minapro, c'est parce qu'on crée des choses que personne n'a jamais fait avant. Dans la manière de créer du contenu en langue locale. Je t'ai parlé de ce que je fais avec mon mari, le Dakar Night Market, le Dakar Restaurant Week, le fait qu'on fait dans les autres pays. On est vraiment sur des choses, ça répond à une demande, ça répond à un besoin. Et donc, on est là pour créer ce contenu-là qui n'existe pas, cette offre-là qui n'existe pas, Vision Before Fulanek. Mais budul won lolu tay ñu wo ma ne ma kay nek salarié on te paye un 4 millions par mois ou autre, je n'aurais eu aucun état d'âme à aller le faire. Carrément. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler de ce que Minapro propose? Oui. Voilà. Alors aujourd'hui, Minapro, c'est d'abord de la formation. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements dans le domaine de l'accompagnement du coaching. Au début, pour moi, si tu veux, mon modèle économique, c'était aller vers les entrepreneurs et vendre des services aux entrepreneurs. Maintenant, quand tu as eu tous ces programmes d'incubation, les cohortes de formation, les programmes de l'État ou autres, honnêtement, ça a presque détruit mon business model. Dans le sens où les gens, finalement, peuvent attendre une formation gratuite. OK? Quand moi, je faisais du coaching one-on-one, je viens proposer mon service en coaching one-on-one à une personne, mais après, quand ADPME, UGB, tous ces incubateurs-là, quand ils m'appellent, moi, ils me payent par jour
pour former une cohorte de 30 ou de 40 entrepreneurs. Yeah. Donc, c'est plus la même chose, tu vois. Donc, j'ai vraiment dû repenser maintenant mon offre où, effectivement, j'ai quelques clients que je vais avoir en one-on-one, mais autrement, mon client principal maintenant sur l'accompagnement, ça devient ces programmes qui existent, qui sont financés par des bailleurs, plutôt que le B2C. Yeah. Donc, c'est devenu du B2B en ce sens-là, entre 2020 quand j'ai démarré et aujourd'hui 2024. Okay. Après, l'autre axe, c'est la formation pour les hauts fonctionnaires, pour les cadres, où là, effectivement, ce sont des institutions qui me recrutent pour aller dérouler des formations. Okay. Et à un moment, au fil du temps, comme je dis, c'est plus de 1000 personnes formées, que ce soit entre les corps et autres. Je me suis rendu compte que dans les entrepreneurs, chez les entrepreneurs que j'accompagnais, j'ai créé une méthode que j'ai appelée Pro Puissance 4. Pro Puissance 4 parce que le premier pro, le problème, il venait soit du profil. Donc, ce que j'ai mis dans profil, c'est tout ce qui était mindset, état d'esprit, soft skills, compétences personnelles, savoir négocier, vraiment savoir communiquer, avoir confiance en soi. Tous les éléments-là, je les ai mis dans profil. Ensuite, j'ai mis produit. Produit, c'est justement quand je prends l'exemple de est-ce que ce que tu proposes, yow dang ko xalat mu neex la nga ne war na neex ñëpp, wala est-ce que ça répond réellement à une demande du marché? Donc là, on se pose toutes les questions par rapport à market fit, à combien tu vends, à qui tu vends, etc. Donc pour s'assurer que vraiment le produit il répond à une demande qui a été clairement identifiée. Donc ça, c'est ce que j'ai mis dans le produit. Le troisième pro, j'ai appelé ça prospect. C'est là tout ce que j'ai mis dans stratégie marketing et stratégie commerciale. Parce que tu peux avoir le meilleur produit. C'est clair. Si tu n'en parles pas, si personne ne le connaît, si personne n'est au courant, Boudjaj. Best known wins. N'est-ce pas? Et enfin, le dernier, j'ai appelé ça process. L'idée de process, c'est comment tu vends à 1000 personnes. Parce que dinga am ko xamantene wo nga ko pour ben ngenté mu defal la ay beignet yu neex Auchan woo ko dit que je veux maintenant vendre tes beignets mais j'en ai besoin de 1000, et ben il sait pas vendre à 1000 personnes. Tu vois? Donc, c'est ça que j'ai appelé Pro Puissance 4. Donc, sur l'accompagnement, que ce soit avec les cohortes ou autre, c'est cette méthode que je déroule pour les différents entrepreneurs. Et après, en 2023, je me suis rendu compte auprès des personnes que j'accompagnais que quand la personne, elle est toute seule, ou quand c'est une toute petite équipe, même avec la meilleure volonté, bon qu'on est, il faut que tu suives tes comptes, il faut que sa facturation nette et autres, c'est difficile de le faire manuellement. Et donc là, c'est là que j'ai conçu le logiciel GestoFlow. Et dans GestoFlow, c'est un logiciel qui aide maintenant l'entrepreneur sur tout ce qui est facturation, suivi des stocks, CRM, suivi des clients. J'ai mis une marketplace dessus pour intégrer en même temps la vente en ligne, suivi des dépenses. Donc, faut flyer pour le moment. Et si ça marche bien, moi, il y a un état financier à comptabilité. Mais comme j'ai mis sur fonds propres, pour l'instant, on s'est arrêté à cette première partie. C'est déjà balèze, hein? Et tester, voir l'appétit du marché. Donc, tu as une offre B2B. Pro, la partie vraiment, voilà, accompagnement B2B. B2B, et là, tu travailles avec les... Que je lance, hein, qui est vraiment, bon, je me dis, comme on dit, je suis dans la partie où tu burns du cash pour faire connaître. Tu vois, donc c'est pas encore ce qui me fait vivre, ce qui paye mes factures, parce que j'ai pas encore assez d'utilisateurs sur la solution, donc on est en train de voir. Donc ça, c'est vraiment sur le côté Minapro. Et après, maintenant, j'ai des activités avec mon époux qui est chef à la base, mais qui aujourd'hui se définit comme promoteur culinaire. Donc avec lui, on est vraiment dans tout ce qui est l'événementiel culinaire, comme le Dakar Restaurant Week, le Dakar Night Market. Et souvent maintenant, dans le Dakar Night Market, par exemple, c'est là qu'il y a des liens qui se font entre nos deux activités, parce que lui va être vraiment sur la partie mise en marché, l'exposition, les stands, et moi j'accompagne la personne à être sûre que ok, elle présente bien, elle vend au bon prix et autres. Ok. Et regarde, là on a un nouveau gouvernement et
voilà quoi, ils ont commencé à poser des actions, etc. Donc il y a eu dès le début, dès qu'ils ont commencé à faire des nominations, il y a eu une polémique sur il n'y a pas eu assez de femmes qui ont, qui ont été nommées ministres, etc. Toi, qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu penses de ça? J'étais dans cette polémique. Ok, je fais partie des personnes qui ont signé le communiqué qui a été publié. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est vraiment important que là où les décisions se prennent, qu'il y ait des hommes et des femmes. Pourquoi? Parce qu'on sait que, ou en tout cas ce qu'on a vécu beaucoup, c'est des femmes qui peuvent proposer des idées, parce qu'on a entendu, oui, mais vous pouvez proposer des idées, on travaille, on travaille, machin. Mais ce qui se passe souvent, c'est que si tu n'as pas le pouvoir de décision, tu as beau proposer des idées, eh ben, si tu n'as pas le pouvoir de décision, ces décisions-là ne sont pas appliquées. Et là où je disais que c'est important d'avoir des femmes, l'exemple que je prenais, c'est de dire, ok, si on doit construire des toilettes dans un endroit, c'est la femme qui peut te dire à quoi les toilettes pour femmes doivent ressembler. L'idée, c'est de dire, si on prend des décisions dans des endroits où les femmes peuvent dire, elles, ce dont elles ont besoin, ou elles, la perception qu'elles en ont, parce qu'on est 50% de la société, l'idée, c'était de dire, on a besoin de plus de femmes qui peuvent parler pour les femmes. C'était pas une question de contrôle, de pouvoir, etc. Mais et souvent l'exemple que je donne aussi, tu donnes l'homme qui dit, ok, ça me dépense au cœur, c'est 100 000 francs. La femme peut te mettre 30 jours dans 100 000 francs. L'homme ne sait pas comment elle fait pour togger c'est 100 000 francs dépenses parce que son approche va être différente, la manière dont elle va négocier va être différente. Donc c'était juste ce besoin de reconnaissance, de dire, ok, est-ce qu'au Sénégal, on veut construire une société où on donne la parole aux femmes pour exprimer les besoins des femmes? Ça c'est clair. Et aujourd'hui, selon toi, quels sont les plus grands défis auxquels les femmes font face dans notre société? Et comment est-ce qu'on peut relever ces défis-là, selon toi? Honnêtement, il y a plusieurs femmes, j'ai envie de dire. Okay? Quand j'ai fait à un moment une mission en milieu rural, je suis revenue à Dakar en me disant non, en fait, même le débat de autonomie de la femme, indépendance et autres, c'est un débat urbain. Parce que dans ces villages-là, tu as encore besoin, je veux dire, de la force masculine, des baillis, des kitoli et autres, parce que force physique, voilà. Le fait que tu as besoin de tellement d'aide autour de toi, ne serait-ce que pour toi, le normal, parce que tout le travail manuel que ça te demande, tu n'es même pas dans des questions d'autonomie et d'indépendance, parce que les besoins sont à un niveau mais totalement différent par rapport à peut-être une Amina Diagne, ce que je vais vivre. Okay? Donc, si je dis mon profil, j'attends rien de la société, je suis bien en tant que femme dans le milieu dans lequel je suis, parce qu'on ne m'empêche de rien faire. Okay? Mais tu vas prendre une femme légui, dans un autre milieu, quand tu fais une formation, parce que toutes les responsabilités qu'on lui pose font que ok, amna temps wala amna espace je vais travailler, je vais développer mes compétences ou autres. Donc tu as vraiment une diversité dans les profils de femmes. Maintenant, amna besoin c'est commun à toutes les femmes. Besoin, c'est par exemple par rapport à la justice, par rapport aux sanctions. On a entendu parler de beaucoup de violences conjugales. Quand tu regardes le débat, tu en as qui normalisent ça, qui vont te dire oui, c'est machin, etc., qui vont presque te dire c'est normal. Ok, donc il y a un travail à faire pour dire non, c'est pas normal.
ok, que non, ça ne veut pas dire que da nga nekk ci sëy et que forcément tu dois accepter ces violences conjugales-là. Donc sur des choses comme ça, je pense qu'en termes de société, ñun ñoo war a bu dee redéfinir le autre pour dire ok, ça c'est acceptable, ça c'est pas acceptable par rapport à la société bi ñu nekk et par rapport à li ñuy dund dans cette société-là. Donc pour moi, selon profil bi nga jël, les problématiques vont être différentes. Pareil, dans le milieu professionnel, loolu c'est quelque chose que j'ai vécu, où tu demandes une augmentation salariale en tant que femme et on te dit finalement, tu peux pas gagner la même chose que les hommes. Parce que les hommes sont des chefs de famille, yow nekkuloo chef de famille, donc les hommes, entre guillemets, doivent gagner plus que toi en tant que femme. Donc souvent, tu vas en avoir yoo xamante ne dinañ ko ragal a xeex, parce qu'elles se disent, je risque de perdre mon poste ou autre. Donc ça aussi, ce sont des questions, mais à l'échelle nationale, où on doit dire non, par exemple, ok, à compétence égale, un salaire égal. Carrément. En tout cas, les échanges ont été super riches. On a profité d'une masterclass. Merci. Tu as quelque chose à partager pour la fin? Alors, pour la fin, j'ai envie de dire, effectivement, il y a beaucoup d'espoir qui a été placé en ce nouveau gouvernement qu'on a là. Mais ce qui est vraiment important, c'est le travail que chacun de nous, on a besoin de faire. Sur beaucoup de choses, j'ai envie de dire, ce sont des options à faire. On parle du fait que même les échanges entre pays africains, c'est un tout petit pourcentage. Je pense moto ça 15%. Donc moi, ce que j'aimerais vraiment que les gens travaillent, c'est être capable de plus faire confiance aux autres entrepreneurs africains. Quand tu fais le choix d'un produit, choisir un produit local à chaque fois que c'est possible pour soutenir nous, notre écosystème, pour soutenir nous. Aujourd'hui, beaucoup des messages qui sont partagés, c'est Munulo, Wolu, Djiko africain, Nit de New Bug, etc. Dans un de mes rêves, j'en ai plusieurs, c'est que vraiment on décide ensemble collectivement de changer en tant que société pour pouvoir dire, ok, non, on est une société boo xamante ne on s'entraide, sénégalais bu gisee produit beneen sénégalais produit boobu moo koy gënal, que quand on voit d'autres personnes qu'on connaît qui font des publications, qu'on puisse liker, souvent je trouve que cette entraide là ak cette solidarité là des na, alors que bu fi nekkoon ñun rek mën nañ dimbali écosystème. C'est clair. Et puis c'est ça, moi j'ai même l'habitude de dire que c'est pas forcément une affaire de, parce que j'en vois tellement qui non, moi on m'aide pas assez, ceux qui sont à un certain niveau devraient aider ceux qui sont en bas, nanana, etc. Mais même ceux qui sont en bas, bu ñu boolowee rek, bu ñu jàppalantewee rek dinañ mën a jóg. Non, il faut comprendre que ceux qui sont à un certain niveau règlent le problème d'un certain niveau. Il y a un problème là. Du soxor. C'est juste qu'ils sont tellement dans d'autres préoccupations que si toi tu viens pas vers eux dire clairement lii laa soxla, wala comprendre aussi ak mën a am benn patience bi du soxor. Yow boo eggee niveau boobu rek di nga comprendre du soxor. Non la demee j'ai l'habitude de dire que tey bu gars yi di marché parce que mburu bi yokk na 25, tu verras jamais une personne riche, à moins que mu nekk benn politicien bu soxla dara, une personne riche descendre avec le peuple ne oui non pain bi dafa yokk 25 francs, mais c'est pas le problème. Kooku moo ngi xool nan lay jëndee benn oto bu 80 millions. waaw waxam kii prix oto yi yokk na wala wàññeeku na moom lay loolu lay. wala muy xool prix essence bi par rapport ak flotte mu ngi xool. flotte bi waaw. wala mu ngi xool lu ñuy wàññiwee importation yi pour que moom mu gën a mën a jaay ay bagages am. Donc c'est exactement ça. Bon, on est arrivé au terme de cette vidéo. Alors qu'est-ce que j'avais à partager? Première chose, on a un e-book avec 100 idées business, 200 business. Donc, ouais, j'aime bien préciser ça. C'est 100 idées business rentables et faciles à lancer. Quand je dis rentable et facile à lancer, c'est quoi? Je répète encore, c'est des business yoo xamante ne tu peux avec une compétence, parce que tu as déjà besoin d'une compétence que tu peux lancer avec. Quand je dis facile à lancer, c'est lancer avec les moyens du bord.
Les gens ont Internet. Tu as une compétence, tu peux avoir Internet, tu peux avoir un téléphone, tu peux avoir ton ordinateur et tu peux en lancer. Quand je dis tu peux en lancer, c'est pas sans business pour maintenant une seule personne peut lancer n'importe quel business. C'est-à-dire chaque personne a des business yoo xamantene mom moko gëna jik ou bien son profil ci loolu la koy gëna orienté. Donc façon dans le e-book on partage déjà le concept d'ikigai qui va vous permettre de vous connaître, de connaître votre profil pour vous orienter vers les business qui vous correspondent le mieux. On a ce e-book là, le lien est en description. On a aussi la formation marketing digital pour ceux qui veulent faire du e-commerce, pour ceux qui veulent se lancer dans le digital comme community manager, social media manager, ou bien pour les professionnels qui sont en entreprise et qui veulent développer leurs compétences en marketing, communication, etc. On a cette formation-là. Les liens pour info sont en description. On va aussi te remercier, coach, parce que voilà, tu nous as donné énormément de valeur. Cette vidéo, voilà, on a vraiment beaucoup appris. Donc, guys, il y aura les liens de ces réseaux en description aussi. Okay. N'hésitez pas à aller la follow parce qu'elle est aussi créatrice de contenu. Elle donne énormément de valeur sur ses réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner. N'hésitez pas à partager au maximum. Right? Donc, on se dit à la prochaine. Merci beaucoup, coach. Merci à toi. Merci beaucoup, vraiment.